Bonjour, je vous remercie de votre invitation. Je vous parle au nom du comité de rédaction du nouveau mensuel Les Indignés, mensuel franco-belge, mensuel qui se définit comme le journal des objecteurs de croissance amoureux du bien vivre. Je suis venu partager avec vous une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes face à une crise systémique, crise sociale, crise écologique, crise économique, crise politique. Je prendrai deux exemples. Le grand phénomène majeur du XXe siècle, ça a été le développement des classes moyennes. Le grand phénomène majeur de ce début du XXIe siècle, c'est ce que les sociologues nomment la démoyennisation de la société, cette fin programmée des classes moyennes, ce devenir grec de l'Europe, cette génération des bac plus 5 à 1000 euros. Cette évolution, ça peut être la pire ou la meilleure des choses. C'est la pire des choses si cela doit développer un sentiment d'impuissance, le nihilisme. Ça peut être la meilleure des choses si ça fait qu'une génération entière découvrira qu'elle n'a rien à attendre de ce système. Le deuxième aspect de cette crise systémique, c'est le développement de l'extrême droite, l'extrême droitisation de la droitisation de la société. La seule façon de faire face à cette menace, c'est de parvenir à refonder un grand projet à gauche, un grand projet socialiste, un projet éco-socialiste. Ce travail à accomplir est important. Nous devons nous remettre en effet de deux échecs. Tout d'abord, la tragédie du socialisme dit réellement existant, c'est-à-dire du stalinisme, et d'autre part, l'échec de la social-démocratie, reconvertie en social-libéralisme. Il ne faut pas sous-estimer la victoire provisoire de la contre-révolution conservatrice mondiale, mais nous avons cependant de bonnes raisons d'espérer. J'avais dit que je venais partager avec vous avant tout une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est fondée à la fois sur des conditions matérielles, mais aussi sur des conditions politiques. La planète est déjà bien assez riche pour permettre à 8 milliards d'humains de vivre bien. L'ONU ne cesse de nous rappeler qu'il suffirait de mobiliser 40 milliards de dollars par an pendant 25 ans pour régler le problème de la faim dans le monde. Et l'ONU ajoute qu'il faudrait mobiliser 80 milliards de dollars toujours par an et pendant 25 ans pour régler le problème de la grande pauvreté dans le monde. Ces 40 ou ces 80 milliards, on ne les trouve pas. Mais le budget militaire mondial est de 1400 milliards de dollars. Le marché publicitaire mondial est de 800 milliards de dollars. Et ce que les spécialistes appellent le PIC, le produit international criminel, est de 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars, c'est 10 à 15% du PIB mondial. On le voit, c'est pas un problème de moyens, c'est pas un problème de croissance, c'est un problème de choix politique. Qu'est-ce qu'on produit, comment et pour qui? L'autre bonne nouvelle, elle est idéologique, elle est politique. Je crois que nous avons la possibilité d'avancer très vite vers la refondation d'un grand projet éco-socialiste. Les principaux cadeaux théoriques nous viennent aujourd'hui des pays du Sud, des pays les plus pauvres, et j'en retiendrai 3. Je suis déjà très à l'écoute de tous ces nouveaux gros mots qui cherchent à dire les nouveaux chemins de l'émancipation. C'est le buen vivir sud-américain. C'est aussi le plus vivre de la philosophie négro-africaine de l'existence. C'est aussi en Asie, et particulièrement en Inde, l'écologie des pauvres contre l'écologie des riches. Comme le dit l'un des pères du mouvement du buen vivir, Alberto Acosta, l'ancien président du Conseil constitutionnel de l'Équateur, le buen vivir, le bien vivre, ce n'est pas le bien-être au sens de la société de consommation occidentale. Le bien vivre, c'est le fait de définir d'autres rapports aux autres, à soi, au temps et à la nature. Je suis convaincu qu'on ne pourra pas avancer
vers un bien vivre à l'européenne si nous ne changeons pas de regard sur les pauvres et la pauvreté, si nous ne changeons pas de regard sur les milieux populaires. Nous acceptons trop comme allant de soi la définition que les riches donnent des pauvres, c'est-à-dire une définition uniquement négative en termes de manque. En économie, c'est le manque de pouvoir d'achat. En culture, c'est le manque d'éducation. En politique, c'est le manque de participation. En société, ce serait le manque de capital social. Tout cela est sans doute en partie vrai, mais en partie seulement. Je fais le pari avec d'autres d'une positivité potentielle des milieux populaires. Un pauvre, ce n'est pas un riche à qui il ne manquerait que l'argent. Un pauvre, il a une autre richesse. Et la première richesse des pauvres, ce sont les biens communs. Ce sont les services publics. La première richesse des pauvres, c'est de construire du collectif, des communs. C'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas d'aller vers le peuple, il s'agit de construire du peuple. Et si la première richesse des pauvres, ce sont les services publics et les biens communs, alors le grand combat de ce début du XXIe siècle, c'est pas tant de manifester pour augmenter le pouvoir d'achat monétaire, que de manifester pour étendre et défendre la sphère de la gratuité. Lorsque je parle de gratuité, il s'agit bien sûr d'une gratuité construite, car la gratuité a toujours un coût. L'école publique est gratuite, mais elle est payée par nos impôts. Il s'agit d'une gratuité construite économiquement, ce qui permet déjà de dédramatiser la question de l'impôt, d'une gratuité construite culturellement, d'une gratuité construite politiquement. Moi, j'aime bien ces maires qui interpellent la population et qui disent, compte tenu des moyens limités qui sont les nôtres, est-ce que vous choisissez qu'on maintienne la gratuité du stationnement pour les voitures ou est-ce que vous préférez qu'on développe d'autres gratuités valables pour tous et écologiquement soutenables? J'aime bien ces villes qui, depuis une dizaine d'années, redéveloppent ces petits bouts de gratuité. Ici, on commence par la gratuité de l'eau vitale. Ailleurs, c'est la gratuité des transports en commun urbain. Ailleurs encore, c'est la gratuité des services culturels ou des services funéraires. Il y a en fait deux conceptions possibles de la gratuité. Il y a une gratuité d'accompagnement du système. La gratuité pour les plus pauvres, la gratuité pour les naufragés. Cette gratuité-là, elle ne va jamais sans condescendance. Est-ce que vous êtes un pauvre méritant? Et elle ne va jamais non plus sans flicage. Est-ce que vous êtes un vrai demandeur d'emploi? Ou un salaud de feignant? Et puis il y a une deuxième gratuité. Une gratuité d'émancipation. Ce qui est beau avec l'école publique, c'est qu'on ne demande pas aux gamins s'il est gosse de riche ou gosse de pauvre. C'est qu'il est admis en tant qu'enfant. Et pourquoi ce qui est vrai pour l'éducation ne devrait-il ne pas l'être pour les trois autres grands piliers qui nous permettent d'exister? Le logement, la santé, l'alimentation. Dans un numéro spécial de Campagne solidaire, la revue de la Confédération paysanne en France, nous avons chiffré ce que coûterait de rendre gratuite l'alimentation pour 60 millions de Français. Cela représenterait 150 milliards d'euros par an. 150 milliards d'euros, c'est 4 à 5 fois le budget de l'armée. Donc c'est beaucoup, mais c'est pas totalement inimaginable. Et entre rien de gratuit et le tout gratuit, il y a un sacré chemin. Et c'est ce chemin que l'écosocialisme doit emprunter. Et vouloir aujourd'hui la gratuité des biens communs et des services publics, c'est à la fois une réponse à l'urgence sociale, à l'urgence écologique, mais aussi une réponse à l'urgence politique et anthropologique. Vouloir la gratuité, c'est de dire qu'il ne s'agit plus de croire au lendemain qui chante, mais de vouloir chanter au présent. C'est de dire qu'il est possible dès maintenant d'assurer le bien vivre au plus grand nombre. C'est de dire que la planète est bien assez riche pour cela. Eh bien, je fais le pari qu'en France, comme en Belgique, il est possible de mettre cette question de la gratuité des services publics.
du retour en régime municipal au cœur des prochaines élections, notamment des élections locales. Et s'il s'agit de repenser nos services publics, c'est bien pour en faire des services qui soient profitables, non seulement au plus grand nombre, mais qui ne soient pas contradictoires avec le type de société que l'on souhaite bâtir. Si nous revenons au régime municipal, en matière de restauration scolaire, c'est pas pour faire la même chose que la Sodexo. C'est bien pour développer une alimentation locale, saisonnalisée, moins gourmande en eau, assurant la biodiversité, moins carnée, faite sur place, servie à table. Si nous développons des maisons municipales de la santé, c'est pas pour pratiquer le même type de médecine que la médecine libérale, mais c'est bien pour développer la prévention. C'est bien également pour développer des collectifs d'usagers et de patients, pour ne pas laisser chacun seul face à sa maladie. Le deuxième grand cadeau que nous font ces pays les plus pauvres, c'est la notion d'anti-extractivisme. Ce sont d'ailleurs les mêmes paysans pauvres brésiliens qui ont fondé d'abord le mouvement des paysans sans terre, puis quelques années après ont fondé le MAB, le mouvement des affligés par les barrages. Le MAB le dit, il n'est pas par principe contre l'énergie hydraulique, mais il pose la bonne question. L'énergie, pour qui? Et pour faire quoi? Eh bien, c'est cette même question que nous devons poser également chez nous. Et il existe déjà une traduction européenne de ce refus de l'extractivisme. C'est la lutte contre les grands projets inutiles imposés, dont le combat à Notre-Dame-des-Landes constitue sans doute le meilleur exemple actuel. Le troisième grand cadeau que nous font les pays les plus pauvres, c'est la notion de pachamamisme. Alors j'entends bien les peurs à gauche, mais je dirais que cette peur d'un retour de l'obscurantisme, cette peur d'un retour d'une religiosité, c'est davantage une phobie occidentale qu'une réalité. Le pachamamisme, c'est de constater que le capitalisme, que le productivisme entend soumettre la nature aux lois de l'économie, avec par exemple la monnaie carbone. Eh bien, ce qu'il s'agit de faire, c'est de soumettre l'économie aux lois du vivant. C'est ce qu'on fait en matière d'agriculture, lorsqu'on parle d'alimentation biologique, de permaculture. Il s'agit aujourd'hui, pour nous, Européens, d'inventer notre propre conception de la terre-mère. Et j'ajouterais que contrairement à ce que l'on croit souvent, il ne s'agit pas d'avoir déjà un certain pouvoir d'achat pour commencer à s'intéresser à l'écologie. Ça, c'est le point de vue des riches sur les pauvres et sur l'écologie. Ceux qui parlent le mieux aujourd'hui d'objection de croissance, ceux qui parlent le mieux de buen vivir, de plus vivre négro-africain, ce sont les plus pauvres. Et jamais les plus pauvres ne tombent dans ce fondamentalisme écologique. Jamais ils ne sombrent dans l'opposition de ce que serait la nature et l'humanité. J'ajouterais qu'on ne part pas de rien pour mener ce combat antiproductiviste. L'histoire de la gauche depuis 2 siècles, c'est l'histoire d'un conflit entre 2 postures, celle du productivisme, la gauche dominante, et celle de l'antiproductivisme. Cette gauche dominante, c'est celle qui avait foi dans le développement des forces productives, celle qui avait foi dans l'enchaînement automatique des modes de production. Après le féodalisme, nous aurions automatiquement le capitalisme, puis le socialisme et le communisme. Cette gauche productiviste, c'est celle qui promettait le pays de cocagne. Mais elle a aujourd'hui du plomb dans l'aile parce qu'elle ne peut pas promettre l'abondance à 7, 8, 9 milliards d'humains. Mais il y a toujours eu une deuxième gauche, d'autres gauches antiproductivistes. Celle qui plongeait ses racines dans les résistances spontanées des milieux populaires à ce qui était déjà présenté comme le progrès. Ces luttes multiséculaires des paysans, refusant la fin des biens communs, refusant le passage de la faucille à la faux, parce que derrière ces
changement d'objet technique, derrière ces mutations d'usage de la terre et du sol, ce qui était en jeu, c'était la défense de culture populaire. Ce qui était en jeu, c'était la défense de leur mode de vie. Ces gauches antiproductivistes, c'était aussi celle des ouvriers cassant les usines, pas toutes les machines, mais celles qui prenaient leur place. Cette gauche antiproductiviste, c'est celle de Paul Lafargue et son droit à la paresse. C'est celle au XIXe siècle des sublimes, ces ouvriers hautement qualifiés qui choisissaient de travailler le moins possible et qui fêtaient ce qu'ils appelaient la Saint-Lundi, parce que le lundi avait un grand avantage sur le dimanche, c'était que les cabarets étaient ouverts. Cette gauche antiproductiviste, c'était celle du refus de la société de consommation dans les années 60, 70. Cette gauche antiproductiviste, elle était devenue pessimiste. On en a un bon exemple avec ce qu'on a appelé la philosophie de l'école de Francfort, convaincue que les milieux populaires étaient définitivement intégrés à la société de consommation. Eh bien moi, je fais le pari d'un renouveau possible de gauche antiproductiviste enfin optimiste. Il y a deux notions qui, à mes yeux, sont essentielles. Tout d'abord, la notion de socialisme en souffrance. J'emprunte indirectement cette formule au philosophe Jean-François Lyotard. Lyotard dit qu'il existe des paroles en souffrance, c'est-à-dire des mots qui sont prononcés, mais que plus personne n'entend parce que nous n'avons plus l'oreille faite pour cela. Rimbaud disait au XIXe siècle qu'il fallait redevenir des voyants, c'est-à-dire qu'il fallait prendre en compte que ce système capitaliste nous insensibilise, qu'il nous rend aveugles. Eh bien, je fais le pari qu'existe encore aujourd'hui des formes de vie pré-capitalistes ou post-capitalistes, mais que la force du système est de les rendre invisibles. Et je suis convaincu également qu'on ne changera pas le monde en culpabilisant les gens ou en appelant à la responsabilité. On ne pourra changer les choses qu'en donnant envie, qu'en suscitant le désir. Le philosophe Gilles Deleuze disait que seul le désir est révolutionnaire. L'éco-socialisme sera nécessairement un socialisme du désir, du grand désir de vie. Dire cela, c'est en finir aussi dans certains milieux de gauche, dans une certaine écologie et décroissance, avec une posture de directeur de conscience, de dame patronesse, qui viendrait juger les gens. Moi, je suis convaincu que les gens sont moins bêtes qu'angoissés, que les gens sont moins manipulés que désespérés. Et on ne peut comprendre cela qu'en faisant une critique élargie du capitalisme. Aux yeux d'un antiproductiviste, le capitalisme, c'est foncièrement trois choses. Le capitalisme, c'est déjà bien sûr un système économique qui repose sur l'exploitation du travail, sur le pillage de la planète. Cela, les gauches et l'écologie le dénoncent encore assez bien, même si on ne dit pas en quoi notre mode de vie est tributaire de siècles d'esclavagisme, de colonialisme et de néocolonialisme. Mais le capitalisme n'est pas que cela. Le capitalisme, c'est aussi une réponse à nos angoisses existentielles. Le capitalisme, c'est une réponse à la peur de mourir, au sentiment de finitude. Le capitalisme, c'est un mode de vie, un style de vie, avec des produits spécifiques. Et tant que nous n'aurons pas, nous à gauche, d'autres dissolvants d'angoisse à opposer à ceux du capitalisme, on n'y arrivera pas. Nous ne l'aurons pas. Le capitalisme, il donne à jouir. Le capitalisme, il nous fait jouir. Même si c'est une mauvaise jouissance. C'est une jouissance d'avoir, une jouissance d'emprise. C'est cette jouissance du toujours plus de richesse économique, toujours plus de pouvoir sur les autres et sur la nature. Mais tant que nous n'arriverons pas à développer une jouissance d'être, tant que nous ne nous souviendrons pas que l'être humain, eh bien, c'est d'abord un être social, et que nous devons être du côté de la fabrique de l'humain, moins de biens, plus de liens sociaux, décroissance économique, mais croissance en humanité. Tant que nous ne marcherons pas sur ces deux pas, nous ne pourrons être que dans des combats défensifs. Le problème, c'est que la gauche, majoritairement, et c'est plus vrai en France qu'en Belgique, a choisi au XXe siècle de casser, par exemple, le syndicalisme
à base multiple. À côté de la section syndicale, j'avais l'orchestre, la chorale, j'avais la coopérative d'achat. Nous avons choisi de casser aussi le mouvement coopératif. Nous avons choisi majoritairement de casser le syndicalisme municipal. Et pourquoi a-t-on choisi de casser tout ce qui permettait de faire des pas de côté? Parce qu'on considérait que ça détournait du seul grand combat légitime qui aurait été la conquête du pouvoir central. Eh bien, il faut reconnaître qu'on s'est trompé. Il faut reconnaître tout d'abord que le grand problème pour la gauche, la grande question pour la gauche, ce n'est pas tant la conquête du pouvoir que d'apprendre non seulement à le partager, mais à s'en défaire. Eh bien, moi, aujourd'hui, je rêve d'une gauche qui redeviendrait maquisarde, d'une gauche buissonnière, mais qui ferait école. La gauche, elle s'est trop économisée au double sens du terme au XXe siècle. Elle s'est d'abord trop économisée en accordant trop de place à l'économisme, c'est-à-dire à cette idée que plus serait nécessairement égal à mieux. Combien d'économistes aujourd'hui au sein, par exemple, des instances dirigeantes de nos organisations, et combien de poètes? Alors qu'on connaît la portance des poètes aux heures les plus graves de l'humanité. Et puis, la gauche s'est également trop économisée en choisissant de ne pas multiplier les pas de côté. Eh bien, si nous avons su casser au cours du XXe siècle tous ces modes de vie pré- ou post-capitalistes, nous devons bien être capables aujourd'hui de les faire renaître. Pour moi, l'écosocialisme, c'est aussi cette capacité à passer des passions tristes aux passions joyeuses. C'est indéniablement changer nos façons de militer, changer notre conception même de la forme parti. Puisque nous sommes entre nous, nous pouvons le dire sans pudeur. Il y a souvent plus de plaisir à jouer aux cartes avec 3 copains ou à être membre d'un club de boules qu'à militer. Tant que nous reproduirons dans nos organisations les schémas d'existence, les modes de fonctionnement, qui sont ceux de la société que l'on combat, eh bien on n'y arrivera pas. Il faut faire de nos organisations des lieux de libre circulation de la parole. Il faut faire de nos organisations non pas tant des appareils de conquête du pouvoir que des lieux de fraternité. Les anciens au XIXe siècle avaient une formule magnifique. Ils disaient qu'il fallait développer des politiques de l'amitié. Eh bien, tant que la gauche ne sera pas capable de faire pas de côté également par rapport à son propre fonctionnement, on n'y arrivera pas. J'ajouterais, pour conclure, que l'écosocialisme ne triomphera que s'il se méfie de ses faux amis. La gauche productiviste, bien sûr, qu'il faut convaincre, la gauche productiviste qui continue à considérer que la solution serait dans le toujours plus et qui repose sur une vision occidentalo-centrée de l'histoire de l'humanité. Mais nous devons également dénoncer ce faux ami qu'est une décroissance de droite, une décroissance bigote, celle par exemple en France du journal La Décroissance, qui appelle non seulement à fêter l'austérité, qui combat la réduction du temps de travail, qui condamne la gratuité, qui s'oppose à toute idée de revenus garantis même sans emploi, qui dénonce le mouvement des indignés, les Anonymous, qui ose comparer le Front de gauche et Mélenchon à Staline et qui compare l'écosocialisme au stalinisme. Cette décroissance-là, qui confond la décroissance et l'austérité, je dirais que c'est un cadeau extraordinaire qui est donné aux puissants. Eh bien, nous devons avoir aujourd'hui cette intelligence collective pour frayer un chemin qui nous permette d'avancer vers une objection de croissance amoureuse du bien vivre. Et nous allons réunir en France le 26 octobre le 3e forum international de la désobéissance. Et le thème de ce forum, c'est quel bien vivre à la française, à l'européenne, quels nouveaux jours heureux, clin d'œil au titre du programme du Conseil national de la résistance qui s'appelait les jours heureux. Et mon grand bonheur, c'est que parmi les intervenants
parmi les mouvements qui portent ce forum national de la désobéissance, on trouve par exemple le mouvement Emmaüs, on trouve la fédération régionale des centres sociaux. Eh bien, je suis convaincu que si nous poursuivons cet effort pour nous mettre à l'écoute de ce qui peut subsister aujourd'hui, de modes de vie alternatifs, de modes de vie pré- ou post-capitalistes, nous n'avons pas de raison de désespérer. Voilà, je vous remercie pour votre patience.